Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons, décryptons pour vous et avec vous, à la loupe des Sherlocks, les sujets d'actualité, concepts innovants et toutes les thématiques du secteur du voyage. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent vers une nouvelle découverte de notre secteur passionnant du travel avec notre invité du jour. Bonjour à tous, vous êtes chez les Sherlocks du voyage. Aujourd'hui, on reçoit Eric Bettens de Eric and the Trip. Bonjour Eric, merci de ta venue sur les Sherlocks du voyage. Bonjour Mélanie, enchanté de faire partie de tes invités. On va parler aujourd'hui de plein de sujets avec toi, Eric. On va parler notamment des canaux de communication, de comment toi tu communiques avec tes clients et de l'agence de voyage de demain, tout ton business là-dessus et ta façon de voir la manière dont on communique notamment avec les clients et dont tout ce qui est expérience client dans le secteur de l'agence de voyage. On a déjà reçu un invité, Eddie Mimoun de HDB la semaine dernière. Et l'idée, c'est de recevoir plusieurs invités qui vont nous parler dans différents secteurs, notamment de la partie canaux de communication. Donc, pour la première question, est-ce que tu peux nous présenter déjà qui tu es, Eric, et quel est ton parcours ? Oui, donc j'ai créé mon agence de voyage sur mesure qui s'appelle Eric and the Trip. Donc Eric, tout bonnement, c'est moi, et le trip, je te laisse deviner. Donc c'est une agence de voyage sur mesure, qui fait de l'outgoing. Je l'ai créé il y a 5 ans, et auparavant, j'ai un parcours et une formation qui était à milieu du tourisme. Il faut savoir que je suis ingénieur de formation. Et j'ai travaillé pendant 25 ans, un long bail, au sein du groupe Danone, où j'ai eu différentes fonctions, beaucoup de logistique, de la supply chain, donc transporter des palettes, ça peut servir quand on doit après s'occuper de transport aérien notamment, pas mal de qualité, du service client. J'ai eu un poste qui m'a donné l'occasion d'aller au Japon une quinzaine de fois pour des voyages pro, et puis que j'agrémentais un peu par le tourisme. Voilà, donc c'est une carrière qui est assez variée. Et au bout de ces 25 ans, c'est assez classique, un peu fait le tour. Et donc j'ai décidé, c'est un peu caricatural, mais de faire de ma passion mon métier, à savoir qu'étant passionné de voyage, je me suis dit que si je voulais vraiment faire ce dont j'avais envie, c'était maintenant et pas plus tard. Et donc j'ai créé Eric and the Trip. D'accord. Et du coup, par rapport à ça, donc on voit que c'est ta passion qui t'a amené dans le voyage. Par rapport à ton approche, je sais que tu as une approche un peu différente des autres agences de voyage, dans ta manière de communiquer avec les voyageurs notamment. Donc c'est aussi pour ça que on te reçoit aujourd'hui dans les Sherlocks du voyage. Comment toi tu communiques avec tes clients ? Qui sont tes clients ? À quel cible tu t'adresses ? Est-ce que c'est plutôt des trentenaires, des quarantenaires, des CSP, CSP+, voilà, quelle est ta cible et comment tu communiques avec eux, voilà. Alors premièrement, j'ai pas d'agence de voyage physique. Je suis basé en Haute-Savoie, mais j'ai une partie de ma clientèle qui est régionale. On verra après les différents moyens de communication, mais j'ai une très grosse partie qui est répartie un peu partout en France, voire même à l'étranger. Ce qui nécessite d'avoir des moyens de communication divers et variés. Donc, ça veut dire que j'utilise tous les moyens possibles et imaginables. À savoir que pour la clientèle régionale que je suis amené quand même à voir, physiquement, on se voit soit à domicile chez le futur client, soit dans un endroit, j'ai envie de dire, neutre, un café ou équivalent, ce qui permet quand même d'avoir le lien sans avoir d'agence physique. Et autrement, pour mes clients que je ne verrai sans doute jamais, j'utilise donc tout ce qui est possible, à savoir évidemment le mail, le téléphone, mais également WhatsApp, Messenger, on communique par SMS, j'ai un site internet, un site vitrine sur lequel j'ai un chat. Donc en fait, tous les canaux possibles et imaginables, je les utilise. Et en fait, c'est également en fonction des souhaits du futur voyageur, parce que certains sont plus à l'aise avec le mail, d'autres avec WhatsApp. Donc, je pense que c'est très important de pouvoir s'adapter aux canaux de communication préférentiels de ces voyageurs. En termes de clientèle, j'ai une clientèle qui est essentiellement individuelle. Parfois, j'ai également des petits groupes d'amis, mais c'est essentiellement individuel, à savoir des couples,
énormément de familles. J'ai une expérience de voyage en famille assez importante. J'ai visité une cinquantaine de pays, beaucoup en famille. Et je dirais que c'est un segment de clientèle qui m'est proche et pour lequel j'ai une certaine crédibilité puisque je l'ai vécu en tant que voyageur. Donc, c'est pas mal de CSP+, mais pas que, en fait. Hein. C'est sûr que comme je fais de l'outgoing, surtout du long courrier, bah, de fait, si je fais pas mal de familles, bah, ça sélectionne déjà au niveau du budget. C'est sûr qu'une famille de 4, il fait un combiné Safari, Tanzanie, Zanzibar, et bah, de fait, c'est pas accessible quand même à n'importe qui. Mais ça peut être assez varié parce que je peux avoir des familles qui vont me demander une semaine en sur-mesure dans le Péloponnèse en Grèce, ce ne sera pas le même budget. Et je dirais que j'ai un peu les deux. Je voudrais revenir sur la partie justement communication. Tu dis qu'en fonction des clients, ils te contactent de différentes manières. Est-ce que certaines fois, tu vois qu'il y a un client qui te contacte, je sais pas, via ton site ou via Messenger par exemple et qui poursuit, comment ça se passe, qui poursuit après derrière par téléphone? Est-ce que est-ce que tu vois une différence aussi au niveau des âges sur les canaux de communication, enfin par rapport à ta clientèle? Oui, bien sûr, une clientèle plus âgée, j'en ai, des personnes qui sont retraitées. Le mail, oui, ça ira, mais ça n'ira pas jusque WhatsApp, généralement. À l'inverse, ça peut dépendre. Alors, c'est pas une question d'âge. Il y a également une fonction de l'usage habituel des personnes, à la fois dans le type de demande, ou de réponse que je peux apporter. Par exemple, WhatsApp, oui, c'est une réponse très rapide. Donc, ça suppose que parfois, je peux avoir des échanges assez soutenus avec certaines personnes par WhatsApp. On fait du ping-pong sur des questions-réponses par rapport à la construction d'un voyage, sachant que également durant le voyage, je reste joignable et ça se fait souvent via WhatsApp plus que par du téléphone où régulièrement les personnes, mes clients m'envoient des photos ou parfois même aussi je les sollicite en leur demandant voilà, vous êtes bien arrivé à l'hôtel X, Y ou Z, n'hésitez pas à m'envoyer quelques photos. Donc je maintiens le contact via ce type de canal qui est plus facile d'abord que via le mail ou même le téléphone. Mais en fait, c'est intéressant parce que tu maintiens le lien aussi via ce canal, pas uniquement en avant voyage, mais aussi pendant le voyage, après, tout le long du voyage, au niveau de l'expérience client, tu as une expérience de bout en bout, quoi. Oui, tout à fait. Ce qui fait que même après le voyage, évidemment, je fais toujours un petit débrief. Et suite à ce débrief, je demande à ce qu'on m'envoie éventuellement des photos. Et donc, les photos, je les reçois parfois par du WhatsApp, parfois par mail. Donc, en fait, le point qui me semble essentiel, c'est de pouvoir s'adapter aux canaux de communication adoptés par le voyageur et ceux avec lesquels il se sent à l'aise. Parce qu'après, certains sont plus intrusifs que d'autres. Donc, je dirais, moi, là-dessus, j'impose pas le canal, en fait. Alors, il est vrai que quand j'ai les points de contact classiques, savoir un mail et un numéro de téléphone, rapidement, je vérifie s'il y a un compte WhatsApp associé. Et puis après, parfois, ça peut m'arriver, en fonction de comment je sens la personne, ça peut m'arriver directement de provoquer un petit peu, d'envoyer un petit message WhatsApp, et je vois si la personne, elle répond. Sous-entendu, elle est à l'aise, elle est à l'aise avec ce moyen de communication, ça lui va bien. Ou si jamais je sens que ça mord pas, et je reste plus en retrait avec des mails un peu classiques. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'adapter. Tu arrives à finaliser quand même avec certaines clientèles la réservation via un canal de messagerie? Je dis non complètement pas complètement parce qu'à un moment donné il y a l'étape de la signature du contrat. Celle-là, elle se fait, je dirais, de manière plus classique via un mail. Après, en tout cas, moi, j'utilise ce moyen-là pour la partie. Moi, j'envoie au client. Après, ça m'arrive que le client, lui, me renvoie son contrat PDF signé via WhatsApp. Tu vois, donc tout est j'ai toutes ces possibilités-là. D'accord, donc vraiment, c'est toi qui t'adaptes au client en fonction du canal préférentiel et il y a des gens, de ton expérience, en tout cas, qui sont très, très à l'aise avec les canaux
messagerie et qui peuvent aller jusqu'au bout de la réservation par ce canal-là. Donc c'est intéressant ce retour d'expérience en tout cas. Oui, bon, c'est un petit peu comme un peu comme au niveau des réseaux sociaux. Il y en a qui sont plus. Bon, moi j'ai une clientèle qui est pas mal sur LinkedIn. Bon, une partie aussi sont sur Facebook, parfois ils sont sur les deux. Donc l'idée c'est quand même d'être assez ouvert par rapport à ça, et puis de sentir que ce soit canal de communication ou réseaux sociaux, ce sur quoi ma clientèle est, j'ai envie de dire, à l'aise. C'est bien pour ça que souvent mes publications, parfois je les mets sur l'un, sur l'autre. Je sais très bien que pour la même publication, à la limite, même si je fais des publications différentes, je risque de plus les toucher sur Facebook, puis d'autres sur LinkedIn. Donc encore une fois, je pense qu'il est très important par rapport à tout ça, c'est d'être, c'est assez classique de dire ça, mais d'être ouvert et agile et de pouvoir s'adapter. D'accord. Et comment tu fais justement pour faire le lien avec tes futurs clients, comme tu n'as pas d'agence physique? Quelles sont on a vu que tes forces c'était toi, ta personnalité et puis ton parcours. Et qu'est-ce qui pousse tes prospects à venir chez Eric and the Trip pour toi? Alors, donc ça fait 5 ans que j'ai créé. Alors j'en étais un petit peu, c'est un peu l'idée que j'en avais, mais ça se confirme après 5 ans. J'ai envie de dire que très très modestement et humblement, en fait, les personnes, ce qu'elles achètent, c'est moi, c'est Eric, et c'est pas forcément le produit qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mes clients me font confiance, je vais pas dire qu'ils vont me suivre jusqu'au bout du monde, c'est un peu exagéré, mais c'est ça le point principal. Parce qu'ils feront confiance aussi aux produits que je leur proposerai en sur-mesure. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est me vendre, entre guillemets, moi-même et pas une marque. Ma marque, on va jusqu'au bout, c'est moi. Alors, pour contacter mes clients, je fonctionne beaucoup par réseau. C'est-à-dire que j'ai bien un site internet, mais je ne tiens pas, je paye quasiment pas de publicité payante et autres. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas d'avoir 100 prospects et une transformation. L'objectif, c'est, je préfère avoir, par rapport à ça, avoir 3 prospects et 2 transformations que 10 prospects et une seule transformation. Donc l'idée, c'est d'arriver à capter des clients, des prospects que je pourrais transformer. Et donc par rapport à ça, plutôt que de les attendre, j'ai envie de dire, je vais les chercher en fait ces prospects. Et je vais les chercher comment? Par du réseau. Donc du réseau, ça peut être soit des réseaux, il y a des réseaux d'affaires. Alors comme j'ai créé ma société, donc réseau de créateurs d'entreprises. J'ai une formation d'ingénieur, donc réseau d'anciens élèves, réseau de voyageurs. Donc en fait, je suis un peu multicarte au niveau du réseau. Et à partir du moment où les personnes me connaissent, déjà ça ouvre pas mal les horizons. Et la confiance, elle est déjà, ou pas, mais elle est déjà pas acquise. Mais en tout cas, il y a déjà un gros pas qui est fait. Donc à partir de là, il y a une proximité qui se. Ouais, à partir du moment où la proximité est créée, et là c'est beaucoup plus facile. Ce qui veut dire que mon taux de transformation, alors je ne vais pas calculer en pourcentage exactement, mais il est assez important à la mesure où le fait que les gens me connaissent, ça les engage. Alors que s'ils achètent un voyage X, Y ou Z, ils auront beaucoup plus facilité à comparer et à switcher. Quand tu connais avec quelqu'un, c'est déjà plus compliqué en fait, parce qu'il y a aussi une part d'engagement, je dirais personnel, qui fait que si jamais ils vont pas jusqu'au bout, il y a moi derrière, et ça pas tous, mais je dirais c'est important quand même, parce qu'ils ont envie généralement de finir le voyage avec moi. Ouais, il y a le côté humain et le côté je fais confiance à la personne et vraiment qui prend le dessus sur à la limite le produit. Finalement, ce que tu dis, ils t'achètent toi, enfin ton expertise et toi. Exactement. Plus que ils m'achètent moi. Les deux, le produit aussi. Oui, bien sûr, mais ils m'achètent moi, encore une fois très modestement, à la fois par rapport à l'expérience de voyage que je peux avoir. Bon, je suis pas allé partout, mais j'ai quand même voyagé pas mal. Et plus, j'ai envie de dire encore davantage, par l'expérience de voyageur. Je cite souvent l'exemple, si j'ai une famille qui me demande d'aller en Thaïlande avec des adolescents, c'est évident que l'ayant vécu, je pourrais leur dire vous n'allez pas prévoir une journée et visiter 15 temps, parce qu'avec des ados, ça ne va pas passer. Donc ça, ce genre de discours, ils l'entendent, et c'est assez facile après à arriver à ce que les personnes me fassent confiance. Alors, on va ouvrir un peu le sujet, Eric, par rapport à ce que tu penses du secteur, parce que c'est intéressant par rapport à justement
ton business et ta vision qui peut être différente de ce qui se fait chez d'autres agents de voyage ou dans des groupes ou voilà. Par rapport à ta vision à toi, que penses-tu justement de l'agence de demain? Est-ce que tu penses qu'elle doit être hybride entre l'agence physique et l'agence de voyage en ligne? Est-ce que c'est un point que tu penses qui est l'avenir? Oui, un peu comme pour les les canaux de communication, je pense que l'agence, elle doit pouvoir, ou l'agence ou l'agent, on doit pouvoir les aborder par différents canaux de communication. La notion d'accessibilité, pour moi, elle est essentielle. À savoir que je me dis maintenant à un client lambda, s'il va dans une agence de voyage, s'il est en ville, est-ce que demain, déjà aujourd'hui, est-ce que demain il va accepter de passer une demi-heure en voiture pour aller au centre-ville, se garer? Il va arriver devant l'agence, ça se trouve, il y aura déjà 3-4 personnes, il fera avec eux, tout ça pour acheter un produit sur catalogue. Ça, j'y crois de moins en moins. Donc ça veut dire qu'il faut proposer autre chose. Le point, c'est le service et l'accessibilité. Donc, comment on fait pour offrir ça? Et à mon sens, le fait que l'agence soit physique ou pas, c'est un faux débat. Le point principal, c'est comment on fait pour apporter du service aux voyageurs, comment on fait pour être accessible, comment on fait pour apporter du service et de la confiance. Donc, par rapport à ça, une agence strictement physique qui apporte rien, j'ai comme des difficultés à croire en son futur. Alors, apporter quelque chose, ça peut être des choses qui viennent enrichir, j'ai envie de dire, l'agence physique elle-même, à savoir les concepts où tu ajoutes un bar, par exemple, à l'intérieur d'une agence de voyage. Bon, il y en a qui le font, là, il y a une agence au Havre. Ça peut être également une partie librairie. Enfin bon, il y a plein de possibilités, mais je pense qu'il faut apporter autre chose que simplement un local, des agents, et il suffit de la couleur de la moquette de racheter des fauteuils pour que derrière, ça fasse venir les personnes en agence. Pour toi, la présence, uniquement la présence, parce qu'il y a beaucoup de croix, justement, et à juste titre, à l'agence physique et à l'humain, parce que c'est quand même un business qui fonctionne quand même, mais pour toi, au-delà de la présence, c'est vraiment le service derrière, le plus qui va faire qu'on va pas se déplacer pour rien. Mais par contre, le digital ne sera pas l'humain, c'est juste qu'il faut que l'humain, aujourd'hui, apporte une plus grande valeur ajoutée. Ça me semble assez évident parce que on a malheureusement plein de contre-exemples qui prouvent que ce que les personnes recherchent, alors voyageurs ou autres, maintenant, c'est l'humain. Quand on téléphone, quel que soit le service, qu'on tombe sur un répondeur, puis avec un peu de chance, on tombe sur taper 1, taper 2, et qu'au bout de 10 minutes, on n'a même pas eu quelqu'un au téléphone, ou une personne qui peut pas apporter la réponse, c'est excessivement frustrant. Donc, à aujourd'hui, moi et d'autres, on m'appelle, on tombe sur moi, et je prends le problème. Je suis aussi le point de contact, le guichet unique en fait, hein, et je prends la responsabilité de gérer l'ensemble. C'est ça que les gens apprécient, c'est d'avoir quelqu'un qui leur répond, qui prennent leur sujet ou éventuellement leur problème en considération, et après derrière qui assure la relation, qui leur dit pas oui on vous rappellera demain, et qu'en fait au bout d'une semaine rien s'est passé. Donc en fait c'est ça en fait la clé. Derrière, le fait d'avoir une agence physique ou pas, à mon avis, c'est un point, c'est un moyen, c'est pas un objectif. Donc c'est pas vraiment le sujet d'être présent physiquement ou pas. Le sujet, c'est vraiment l'expérience client tout au long du séjour, la rapidité de réponse et peut-être du coup les canaux de communication. Comme tu dis, toi, t'es toujours présent, mais par contre pour des plus grandes entreprises, ça pourrait être des fonctionnalités de callback où on dit attention, voilà, vous êtes tombé sur un numéro, nos lignes étaient occupées, mais on vous rappelle, et réellement quelqu'un qui rappelle la personne après et pendant le voyage, qui est aussi tout ce suivi-là de clients, que ce soit par messagerie ou autre canal. Finalement, le canal a peu d'importance. Ce qui est important de ta vision, de ce que je comprends, c'est vraiment et ce que apprécient tes clients chez toi, justement, c'est tout ce suivi-là que tu fais du début jusqu'à la fin, quoi. Oui, alors, dans mon business model, j'ai envie de dire, je passe essentiellement par des agences réceptives dans les pays, ce qui fait que sur place, en fait, le voyageur, il a un double contact. Il a le réceptif, évidemment, sur place, et puis il a aussi mon numéro de téléphone ou WhatsApp, etc. Ce qui fait que, en fait, on va pas forcément discuter des mêmes choses. Il y a peut-être des points sur lesquels il n'osera pas en parler avec le réceptif, mais il m'en parlera à moi, et moi derrière après je peux agir. Et ce qui me semble essentiel, c'est qu'il ait le sentiment qu'il est accompagné, en fait, hein. Pas une présence
vraiment lourde, savoir que je vais pas lui envoyer tous les matins un WhatsApp en lui disant la nuit s'est bien passée ou c'était bien la journée d'hier, mais au moins qu'il sente qu'il est, qu'il est un cocon plus ou moins distancié, qui lui inspire de la confiance. Et ça me semble primordial. Et pour les pays pour lesquels je passe pas par un réceptif, ou je le fais en direct, ça m'arrive aussi, généralement j'ai un service de conciergerie à côté qui fait que la personne, s'il y a le décalage horaire aux États-Unis, a quand même un numéro de téléphone à joindre, qui fait qu'il n'est jamais seul. Alors en fait, le simple fait d'avoir un numéro de téléphone, ça rassure le client. J'ai plein de fois où je leur ai dit, n'hésitez pas à tester pour voir si le service de conciergerie est efficace. Et en fait, ils l'ont pas fait. Mais derrière, en fait, le point important, c'est que eux, ils savaient qu'en cas 2, ils avaient ce numéro. Un peu comme quand tu es dans ta voiture et que tu sais que si jamais t'as une panne, t'as un numéro de téléphone à appeler. Ça rassure, même si tu t'en sers jamais. C'est pareil pour le voyage. Mais il faut que ce soit réel, j'ai envie de dire. C'est pas un numéro, c'est pas un numéro fictif. Il faut que derrière, il y a le service associé. C'est en cas 2, de la réassurance. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint, on va recevoir Tristan Dobb qui propose justement avec Travel Assist une nouvelle façon de communiquer justement pendant le voyage et qui rejoint ce que tu es en train de dire d'être présent tout le temps et de pouvoir en cas et d'avoir justement ce suivi client et de jamais couper avec le client. Donc c'est hyper complémentaire. Donc ça rejoint vraiment nos autres invités et c'est hyper intéressant du coup toi tu fais un peu le lien avec des acteurs un peu plus technologiques et c'est assez intéressant. Par rapport à ça, du coup, pour toi, les agences en ligne ne vont pas remplacer les agences physiques. Pour toi, c'est pas un sujet, donc on a bien compris que c'était pas un sujet et que finalement c'était le service qui comptait derrière. Donc ça c'est hyper intéressant comme vision. Est-ce que tu penses que du coup, par contre, c'est les différents acteurs s'adressent à des clientèles différentes en termes d'âge ou finalement c'est pareil. Finalement, il y a pas de division entre les canaux finalement, entre les agences en ligne et les agences physiques ou les agences un peu hybrides comme toi. Finalement, ça répond à tous les âges et c'est pas la question aussi. Oui, je pense qu'il faut pas l'aborder par ce biais-là, même si de fait, on aurait tendance à penser que les plus jeunes, ils vont plutôt aller sur les agences en ligne et puis les plus âgés sur les agences physiques. Mais ça n'empêche, j'ai envie de dire, un jeune. Alors pour le coup, vu que moi je propose que du sur-mesure, jeune ou moins, on peut avoir les mêmes raisons de passer par quelqu'un plutôt que de le faire en ligne. À savoir, si on n'a pas le temps de s'occuper de son voyage, si on n'a pas envie, le résultat sera pareil. On n'aura pas plus envie, à la limite, de passer 3 heures sur Internet que d'aller voir une agence. Enfin, voilà. Donc je ne sais pas si c'est sans doute un faux problème d'opposer les deux. Ouais, pour toi, il n'y a pas de débat, comme les canaux de communication, il n'y a pas de débat par rapport à la typologie d'agence ou la typologie de canal de communication. Le débat doit se porter sur comment aujourd'hui on apporte du service au client, peu importe le canal. Exactement. Et peu importe la typologie. Du service, et évidemment, ça en fait partie de la valeur ajoutée. Le sujet, il est là, en fait. C'est comment on fait pour apporter quelle est la valeur ajoutée recherchée par le client et comment on fait pour l'apporter. Et c'est pas nécessairement, la réponse n'est pas forcément via Internet ou via une agence ou même quelqu'un physique. Aujourd'hui aussi, sur les agences en ligne, où j'ai déjà testé, sur les compagnies aériennes qui ont des chatbots, où en fait c'est à pleurer parce qu'en fait tu poses une question qui est pas conforme à ce qui est attendu, donc ça répond n'importe quoi et ça génère de la frustration, quoi. Donc voilà, faut être assez prudent sur ce genre de sujet-là. D'outils, ouais. La technologie, de toute façon, c'est un moyen et pas une fin. Ça c'est une évidence. Ouais. Et par rapport à ça, du coup, c'est intéressant. Pour les agences, on sait que les agences traditionnelles justement sont en souffrance et notamment on sait pour attirer les clientèles plus jeunes qui sont plus à l'aise avec le digital dans la façon d'échanger ou par rapport aux services proposés. Et pour toi, quel est l'avenir en fait de ces agences-là ? Est-ce que elles doivent pivoter en faisant pour certains que du conseil ? Je sais que toi, tu proposes différents niveaux de service avec la réservation ou pas la réservation, sans les vols, avec les vols.
de la conciergerie, du préacheminement. Quel est selon toi l'avenir en fait de comment les agences physiques pourraient pivoter pour pouvoir être un peu plus agiles justement et rester dans la course, on va dire de demain, quoi. Alors le point essentiel, il me semble, c'est quand même d'aller vers la clientèle. Donc c'est pas parce qu'on a une agence physique qui est censée être un endroit immobile qu'on peut pas faire ça. Donc ça veut dire qu'on peut peut-être mixer les usages pour demain, à savoir que des employés salariés d'une agence physique pourraient très bien quand même avoir des rendez-vous en dehors de l'agence, se déplacer eux et pas simplement attendre que le client passe devant la porte et rentre. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à inverser un peu le raisonnement. Et ça, cette inversion, elle peut se faire aussi pour les agences physiques. Alors après, il faut voir concrètement comment on le met en place, mais je pense que c'est pas incompatible. Alors, certains le font déjà aussi, mais je pense que en venir à plus planifier des rendez-vous aussi derrière, donc être un petit peu acteur sur ce genre de sujet-là, je pense qu'on peut y arriver de la même manière que, alors je pense ce qui a été fait du côté des médecins, donc les Doctolib et autres. Ben voilà, ils ont mis des outils techniques qui permettent de prendre des rendez-vous. Voilà, je pense que pour les agences de voyage, on pourrait aussi faire des choses dans ce type-là. Dans la mesure où, quand même, il y a une partie du job qui est d'apporter du conseil et pas simplement faire signer des contrats. Donc, même pour une agence physique, je pense qu'il y a moyen de réfléchir un peu à la suite en mettant en place ce type de prestations. Après, sur la partie coaching, bon, c'est vrai que moi j'offre un peu les deux. Je fais un petit peu de coaching pur, mais c'est beaucoup plus des voyages. Mais je pense qu'il faut également regarder ce qui se fait et voir comment dans les agences entre guillemets traditionnelles, comment est-ce qu'on fait pour intégrer ce besoin dans un business classique. Il y a une partie de la clientèle qui demande que du conseil, qui demande et qui va préférer peut-être réserver de son côté. Donc comment on fait pour intégrer ce besoin quand on est une agence classique? Je pense qu'il faut réfléchir sur ce sujet-là, et il y a des solutions, parce qu'en fait l'expertise et la compétence, les agents de voyage l'ont. C'est pas simplement personnellement, ça m'arrive de faire directement de la billetterie. J'ai jamais eu de formation Amadeus et ça m'a jamais gêné. Les agents de voyage, il y a une partie, elles ont l'expertise là-dessus qui est peut-être plus forcément moins utile maintenant, en partie, mais peut-être que l'autre partie de leur expertise, destination et autres, ils peuvent la valoriser davantage vis-à-vis d'une certaine clientèle, et par exemple celle des jeunes qui peut-être préférera réserver en 3 clics son billet sur EasyJet, mais qui aura besoin quand même de conseils. Donc comment est-ce qu'on fait pour valoriser ça au niveau d'une agence de voyage? En fait, c'est ça le point. Ouais, toi, tu parles beaucoup finalement quand on entend ton discours, tu parles beaucoup d'agilité et finalement d'aller vers le client, d'être disponible vers le client et d'être en fait, t'es customer centric, t'es vraiment le client il a besoin de ça, je vais là où il est, quoi. Donc c'est vraiment ce que tu dis, c'est ça, oui, finalement, aller là où le client est et aller à sa rencontre. Oui, bon, après c'est pas très innovant, mais c'est assez évident. Il me semble que pour le voyage, on est passé de marketing du produit le côté marketing client. Donc, à un moment donné, tout doit être centré sur le client et le produit vient après. Alors que dans le voyage, on était longtemps dans un raisonnement inverse qui est de dire, voilà, j'ai mes catalogues, et vous achetez pas, point barre, quoi. Donc ça, je pense que de plus en plus, c'est terminé. Donc demain, la question, c'est comment on fait pour vendre quelque part. Moi, j'ai pas d'agence physique, j'ai pas de catalogue. Sur mon site, j'ai pas d'offres avec des tarifs. Ça m'empêche pas de faire du business, en fait. Donc derrière, les produits, on les trouve et on les adapte aux clients, et il y a une voie qui est possible également en dehors de ce qui se fait traditionnellement. C'est intéressant, tu dis que c'est pas innovant ce que tu dis, mais finalement par rapport à ce qui se fait sur le marché, en réalité ça l'est, puisqu'on voit que dans les faits on est encore chez certains acteurs dans du push marketing et pas trop encore dans du pull marketing. Et finalement, bon, peut-être que toi aussi t'es un petit acteur, enfin voilà, tu es tout seul. C'est peut-être plus facile aussi de pivoter et d'être sur ces choses-là et d'avoir cette agilité-là que des gros porteurs qui vont avoir un peu plus de mal à pivoter. Mais à quelque part, ce que tu dis, même si c'est du bon sens, et je reçois beaucoup de gens en fait sur les Sherlock du voyage qui me disent en fait ce que je fais c'est que du bon sens, j'ai rien inventé. Donc c'est un peu la particularité
des personnes que je reçois. Et en fait, en réalité, le bon sens, des fois, il est pas forcément mis en place. Donc, ça reste finalement innovant parce que c'est dans les faits pas forcément le cas. Oui, bon, après, la particularité et l'avantage, c'est qu'étant évidemment de petites structures carrément extrêmes, étant seul, oui, par rapport à ça, je peux répondre plus facilement. Être agile, être actif, c'est plus facile que des grosses structures. C'est bien évident. Et je joue là-dessus également. De la même manière qu'en termes de nouveaux canaux de communication, etc., on y revient. À partir du moment où je me suis dit, tiens, mettre WhatsApp, ou même la version pro de WhatsApp, je vais l'utiliser pour mes clients, en 2 heures, c'était fait. Alors que dans une société plus importante, c'est un process qui nécessitera des validations, entre guillemets, du change management pour les salariés, donc c'est plus lourd. Ça va mettre du temps. Donc entre-temps, moi, j'aurais déjà eu 50 clients qui auront utilisé ce moyen de communication, donc je joue là-dessus également. Oui, c'est sûr, c'est ta valeur ajoutée aussi. Et on va parler dans notre sujet, parce que tu en as un petit peu parlé tout à l'heure des concept stores, je trouve ça assez intéressant. Justement, dans les agences, est-ce que pour toi aussi, demain, la stratégie, c'est de réinventer l'agence de voyage avec peut-être la vente de matériel de voyage, une librairie, un bar du monde, des soirées spectacles, oui. Des partages de vidéos et tout ce qui peut tourner autour du voyage finalement. Oui, j'en reviens un peu à ce que je disais au début, c'est le sujet, c'est qu'est-ce qui va faire que le client moyen il va rentrer dans une agence de voyage. Donc je doute de plus en plus que ce soit les catalogues en vitrine ou quoi que ce soit d'autres, ou une affiche sur une promo à 399 € la semaine à Djerba. Je pense que c'est de moins en moins ça qui va pousser le client à rentrer dans l'agence. Surtout s'il doit décider avant de se déplacer, etc. Donc, il faut qu'il y ait autre chose. Et cette autre chose, ça peut devenir le point central et qui va faire qu'en même temps, oui, les personnes seront dans un environnement où ils pourront discuter voyage et puis après aller jusqu'à l'achat d'une prestation de voyage. Donc, ça peut être, oui, le côté bar du monde, le côté librairie, mais tout ce qui a un lien avec le voyage. Et il y a de multiples... Je pense qu'il y a de multiples pistes, mais il faut savoir être un peu, encore une fois, être ouvert, agile. Et puis, j'ai envie de dire, il faut tenter aussi, à un moment donné. Donc, il ne faut pas hésiter à se lancer. Créer des soirées aussi, c'est important parce que ça permet aussi de fédérer une communauté, le cas échéant. Je pense qu'il faut être innovant aussi par rapport à ça. Et puis après, derrière, le fait de vendre le voyage, ça ne viendra pas tout seul, mais ça aidera. Finalement, l'agence de voyage, elle est de demain, elle sera plutôt un lieu de vie qui est plutôt un prétexte à vendre du voyage, mais qui n'est pas forcément que centré sur finalement vendre à tout prix et plutôt une expérience autour du voyage qui commence même avant le voyage. Et qui fait que la personne, elle est déjà dans une ambiance voyage. Oui, puis c'est classique évidemment, mais l'avant, le pendant et l'après, tout ce qui est également les souvenirs des voyages, les témoignages, c'est important de les exploiter pour les futurs clients. Donc, c'est sûr que si c'est toujours pareil, c'est le réseau bouche à oreille amélioré. Si derrière quelqu'un a eu l'occasion de témoigner de son voyage dans son entourage proche, ça va favoriser l'arrivée de nouveaux clients. Donc il faut donner les moyens, les conditions qui permettent ces témoignages. J'ai un petit exemple, là je l'ai fait il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, où en fait en souhaitant les vœux à mes anciens clients, je leur ai proposé qu'on fasse ensemble une petite vidéo, un Zoom ou comme toi, tu vois, un mini podcast pour témoignage de leur voyage. J'en ai certains nombres qui m'ont répondu oui, avec plaisir, parler de leur voyage du pays. Et ça, je me dis, si après on arrive à le faire passer auprès de futurs clients, j'ai envie de dire, ce sera beaucoup plus crédible que si c'est moi qui le dis que le voyage est bien, quoi. Donc voilà, donc ça veut dire que ça peut se faire soit via des Zooms ou autres, et ça peut se faire aussi physiquement dans une agence où évidemment on invite, il y en a déjà qui le font, c'est pas original, mais on invite déjà ces anciens clients, on leur permet de leur donner la parole sur tel voyage, puis souvent les personnes, ils ont envie de parler de leurs expériences, donc il faut leur donner les conditions de pouvoir le faire. Donc finalement, c'est fédérer la communauté. Et toi, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire aussi en après-voyage. Donc là, on est sur la fin du voyage, mais finalement le début du voyage des autres personnes qui
vont se dire ah c'est génial ce que ce client a fait, moi j'ai envie de faire à peu près la même chose, ou justement j'ai envie de faire ça mais un peu différemment parce que voilà j'ai pas la même personnalité, et du coup ça peut donner des idées et fédérer un plus grand réseau. Et c'est aussi un peu comme ça que toi tu fonctionnes avec le bouche à oreille. Oui, bah c'est il y a plusieurs avantages à ça, c'est que d'une part, j'ai envie de dire qu'ils se ressemblent, s'assemblent et voyagent de la même manière. Donc moi j'ai déjà eu des clients, je les ai vus d'ailleurs, qui sont en région parisienne, une banlieue relativement aisée. Ils ont parlé de leur voyage aux États-Unis à leurs voisins, donc qui avaient probablement les mêmes, voilà, même catégorie. Et puis l'année d'après, en fait, leurs voisins, je les ai envoyés au Costa Rica. Donc, alors que je les ai jamais vus. Et un autre exemple, de temps en temps, qui m'a beaucoup fait sourire. En fait, j'avais une famille que j'avais envoyée au Japon, et le mari était dentiste à Fontainebleau. Je l'ai jamais vu, je savais même pas. Et quelques mois après son retour, j'ai reçu un mail, pour le coup. Et là, c'était un couple de personnes âgées. Et la dame m'écrivait bonjour monsieur, c'est lors d'un rendez-vous chez mon dentiste, le docteur X, qui m'a parlé de son voyage au Japon qui s'est très bien passé. Voilà, c'est dans ce cadre-là que je vous voilà, de vous joindre. Ouais. Donc c'est intéressant parce qu'en fait là, pour le coup, alors j'imaginais la scène. Là, il n'y a pas eu de vidéo en fait. J'imaginais la scène dans le cabinet là, chez le médecin là, avec la roulette et puis le dentiste qui parlait de son voyage au Japon, et puis quelque part, ça avait suffi pour que ça rentre dans la tête de la personne, qui était de génération différente, et donc il m'a contacté pour le coup après par mail. Donc je crois beaucoup à ça en fait. Finalement, les anciennes méthodes et les anciens moyens de communication, le bouche à oreille typiquement, c'est un moyen de communication qui existe depuis toujours. Et ben c'est encore, c'est toujours d'actualité, quoi. Oui, c'est encore une fois c'est assez basique de dire ça, mais bon voilà, l'essentiel c'est derrière le voyage ou autre chose, c'est de pouvoir mettre des visages. Donc voilà, moi le visage il est long, donc ensuite ça instaure de la confiance, de la proximité. Souvent plus que des marques. La confiance dans une marque, ça existe évidemment, mais c'est compliqué à bâtir. Donc là, avec une personne, je pense que c'est plus accessible. Et oui, évidemment. Donc ça, c'était un peu le mot de la fin, l'humain, le bouche à oreille, finalement les classiques, quoi. Donc merci en tout cas, Eric, pour tous ces éclairages. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant, et en fait, tu as fait le lien par ton expérience aussi avec la partie un peu plus technologique des acteurs qu'on a reçus ou qu'on va recevoir chez Sherlock du voyage, sur la manière de vivre les choses plus dans l'opérationnel en tant qu'agent de voyage, et moins du côté techno. Et c'est intéressant d'avoir aussi ce côté du réel en fait, de comment ça se passe avec les clients et comment toi tu vis les choses, quoi. Donc ça c'est hyper intéressant. Merci d'avoir partagé ça avec les auditrices et les auditeurs des Sherlock du voyage. Pour finir un peu l'interview, est-ce que tu voulais faire passer un message à la communauté des pros du voyage et aux agents de voyage, ou quelque chose de particulier que tu voudrais rajouter toi par rapport à notre interview et au sujet de la communication client et de l'expérience? Oui, bon, je serais pas non plus très très original en disant que la situation est compliquée pour les pros du voyage en ce moment, ça, voilà, tout le monde le dit, mais je suis convaincu, et ça également on lit beaucoup, que l'envie de voyager elle reste. Donc après, le souci c'est qu'on ne sait pas quand sera le après. Je pense que ça redémarrera, ça c'est une première chose, et je suis convaincu, après quelques années, que pour des modèles qui ressemblent un peu aux miens, il y a de la place en fait, hein, même pour des petits face aux gros opérateurs. Je pense qu'il y a de la place, encore une fois, à partir du moment où on apporte, on en revient toujours au sujet du service, de la confiance et de l'humain. Et il y a un avenir pour les agences de voyage au sein de la grande communauté des pros du voyage. D'accord. Merci Eric. Comment on peut te contacter, Eric, comme je te l'ai dit, il y a 50 moyens de me contacter. Tu n'as pas tout écouté. Je vais avoir une réponse à chaque fois. Il y a mon site internet. J'ai une page Facebook. J'ai mon profil LinkedIn avec à la fois page perso, page pro, donc Eric and the Trip. Donc je pense qu'avec ça, sinon il y a mon mail, donc contact@ericandthetrip.com. Donc je pense que j'ai déjà donné beaucoup de moyens de me joindre. Donc finalement tu es partout, donc ça c'est chouette. Donc si on veut contacter Eric, il est partout, donc on peut le contacter partout. Merci d'avoir partagé ta vision, et puis voilà, si vous êtes
intéressé par des voyages avec Eric, il faut surtout ne pas hésiter puisque il est tout le temps là et donc c'est vraiment la force de son entreprise d'être toujours présent tout au long du voyage et de fédérer sa communauté. Donc c'est vraiment génial. Donc voilà. Merci à toi, Eric. Et puis aux Sherlockiennes et aux Sherlockiens, on vous dit à la prochaine pour une autre interview de pro toujours Merci, passionnant Mélanie. et passionné. Bonne journée. Au revoir. Chers Sherlockiennes et Sherlockiens, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode? Cela vous a été utile? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lessherlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la loupe des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocksment vôtre!